Excellent début de semaine. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Global Street Trader Academy, le Weekly Market Analysis. Ici, François Ablé pour, bien sûr, animer cette émission et ce point de vue global que je vous donne maintenant déjà 4 lundis. Donc, ça veut dire que nous sommes à la dernière émission du mois de janvier. C'est une émission qui a été un véritable succès, vu les commentaires et les messages que j'ai reçus en inbox. Je vous remercie infiniment de votre attention et aussi de votre partage, de votre disponibilité pour suivre ces émissions, parce que c'est grâce à vous que ces émissions-là, justement, ont une cote d'écoute et ça commence, ça continue encore de grandir. Donc, je vous remercie infiniment. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent. Je suis donc François Ablé. Je suis trader actif, trader particulier et fondateur et ainsi que formateur principal de Global Street Trader Academy, qui est une corporation éducative basée au Canada. Et notamment à ce sujet, nous avons bien sûr des formations gratuites. Si vous souhaitez justement vous initier un tant soit peu ou quelque peu de l'actualité financière et comment est-ce que les marchés financiers en fait fonctionnent, ou bien vous voulez renforcer votre apprentissage que vous avez déjà eu auparavant, vous souhaitez justement la confronter ou bien la renforcer, je vous en prie de bien vouloir rentrer en contact avec moi et également avec le GSTA, c'est-à-dire au GSTA, donc Global Street Trader Academy sur Facebook, pour nous retrouver très facilement, et ainsi que sur YouTube aussi, Global Street Trader Academy, GSTA, pour nous suivre sur Facebook ou sur YouTube, ou aussi vous pouvez visiter notre site internet qui est le www.gstacademy en un mot.com, ou vous abonner à notre newsletter, m'envoyer en e-box votre recommandation et je me ferai un réel plaisir de vous répondre. Alors, aujourd'hui, pour cette émission, je tenais d'abord à m'excuser si le son au niveau de l'enregistrement soit en fait un handicap, parce que je suis dans une zone en fait où il y a beaucoup de bruit, où il y a des travaux aux alentours et tout ça. Donc, comme je suis souterrain, donc souvent il y a un peu d'écho qui se fait et ça biaise un peu la qualité du son. Je vous en prie de m'excuser pour commencer. Donc, ça, c'était donc pour l'annonce concernant GSTA et aussi les aléas techniques qui peuvent en fait nous donner de la difficulté pour l'enregistrement pour la qualité de cette émission. Sans plus trop tarder, nous allons commencer bien sûr à lire l'avertissement sur le risque. Au sujet pour de la formation, j'en reparlerai dans d'autres émissions, parce que cette émission est bien sûr consacrée au point de vue global, mais je ferai une autre émission justement pour annoncer vraiment les directives et les grandes couleurs concernant les formations et concernant également votre apprentissage encadré sur les marchés financiers. Voilà. Donc, sans plus trop d'adon, on va aller à l'avertissement lié au risque. Donc, comme vous le savez, l'usage des CFD et des options ou bien des produits dérivés quelconques doit se faire de façon responsable, de façon limitative, parce que cette émission ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement, vous l'avez bien remarqué. Nous sommes là juste dans une optique de partage d'informations, de soucis d'éducation financière et aussi d'entraide. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, bien sûr, à laisser un commentaire en dessous des vidéos, à la liker, à la partager. Ça permet de booster, de maintenir les standards des audiences. Et aussi, bien sûr, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est support visuel, audiovisuel, support également au niveau éducatif que nous mettons à votre disposition sur les réseaux sociaux via Facebook et via Twitter ou via YouTube. Voilà. Alors, Weekly Market Analysis 4, donc la dernière émission du mois de janvier, qui prend en compte à partir du lundi 29 janvier jusqu'à la fin de semaine, donc le vendredi 3 février. Aujourd'hui, cette semaine, bien sûr, elle est riche au niveau fondamental et il y a, on va dire, 4 grandes annonces cette semaine. La première grande annonce cette semaine, c'est au niveau, bien sûr, des États-Unis. Donc, comme vous le savez, cette semaine, je pense le jeudi, ou non. C'est-à-dire que à partir de la semaine, lorsqu'on va commencer la nouvelle semaine de février, c'est-à-dire demain ou après-demain, mais à partir donc de cette semaine, à partir du début de la date de février, nous allons commencer à entrevoir des discussions au niveau des États-Unis avec bien sûr le gouvernement Trump, c'est-à-dire que les républicains
et les démocrates vont discuter ensemble sur la possible suppression du financement des activités économiques au niveau du fédéral. Donc, au niveau du plafonnement de la dette, le Sénat a mentionné qu'il risque justement d'arrêter les activités de financement du budget des administrations fédérales au niveau des États-Unis. Donc ça va être discuté à partir du début du mois de février, mais ils ont une rencontre le jeudi, jeudi 8 février, je crois. Et au niveau des États-Unis, bien sûr, il y a les traditionnelles annonces du NFP ce vendredi, les premiers vendredis du mois, vous le savez, il y a les annonces de la création, des chiffres de création, du nombre de créations d'emplois. Cette semaine aussi, nous avons aussi un petit balai, un petit défilé du côté des responsables de la Banque centrale, donc la BCE, Banque centrale européenne, où on aura Sabine Lautenschläger, qui est vice-gouverneur de la Banque centrale européenne. On aura aussi Peter Pratt et aussi, je crois, Benoît Cœuré. Voilà, Benoît Cœuré va aussi parler, je crois, ce lundi au niveau des perspectives économiques et de la situation globale, la situation non seulement géopolitique et globale de la zone européenne. Bon, à ce niveau-là, ce que vous devez retenir, c'est que la BCE ne fonctionne pas comme les États-Unis, ok? Parce que les États-Unis, vous savez qu'il y a 12 districts. Il y a 12 districts, 12 gouverneurs de la banque, de la Fed, et chaque gouverneur est libre de décider de la politique monétaire qu'il souhaite. Bien sûr, qui est discuté au FOMC, s'il est un des membres votants du FOMC, il peut soumettre cette discussion, mais en général, chaque gouverneur de chaque district a sa politique. Ce n'est pas comme la BCE où on a un président et puis des vice-présidents, donc qui sont un peu ses porte-parole et ses yeux au regard donc de la situation globale de la zone économique européenne. Donc, ce que Sabine Lautenschläger, ce que Benoît Cœuré ou bien Peter Pratt vont dire, ce sont les mêmes choses que Mario Draghi a déjà mentionné. Il peut peut-être venir nuancer un peu les propos si leur discours, en fait, affecte quelque peu la progression de l'euro, hein, ou bien la baisse qui provoque la baisse de l'euro. Il peut venir un peu nuancer leurs propos, mais généralement, ce qu'ils vont dire est pareil de ce que soit ce que Draghi a laissé entrevoir ou a laissé savoir, ou alors ce qu'il souhaite par exemple communiquer, mais ses vice-gouverneurs vont justement annoncer ces nouvelles-là pour essayer de voir un peu, de tester un peu le marché avant que Draghi vienne parler. Par contre, au niveau des États-Unis, ce n'est pas pareil. Jérôme Powell ou bien Janet Yellen peut évoquer un discours, et puis ça peut être par exemple contrairement, ça peut être contraire à ce que le patron par exemple de la Fed, William Dudley va dire, ou bien celui de la réserve de Saint-Louis va dire, et ainsi de suite. Donc ce sont des avis qui sont souvent différents parce que c'est des districts, comment on dit ça, des districts séparés en fait. Mais au-delà de ça, il y a la Fed qui est là pour justement garantir et stabiliser cette politique monétaire. Voilà. Donc ça, c'est à ce niveau-là, au niveau des nouvelles fondamentales qu'on peut avoir cette semaine. Donc, discours de BCE, de patron de la BCE. On a aussi, comme j'ai dit, le discours de Donald Trump qui est attendu ce jeudi concernant l'état de l'Union du Congrès pour les possibles pourparlers pour le 8 février concernant le financement des activités fédérales. On a su que le shutdown a été levé, mais il y a des détails qui sont là-dessus qui doivent être encore discutés. Et on risque vraiment de supprimer définitivement le financement de l'administration fédérale concernant le budget, parce que ça coûte très cher de financer ce budget-là à cause de la politique de Donald Trump. Et aussi, on a aussi les chiffres du PCE, donc le Personal Consumer Expenditure, qui sont aussi très suivis. On a aussi également le trimestre, le PIB de la zone européenne, le T4, donc le quatrième trimestre qui va être publié cette semaine, qui seront très, très attendus. Comme vous le savez, au niveau des États-Unis, ça a été déjà fait, ça a été déjà publié. On a vu que les États-Unis ont eu un chiffre un petit peu décevant, mais pas si décevant que ça, parce que bien sûr, on attendait une croissance en général aux alentours de 2,8, 2,9 et c'est sorti à 2,6. Okay? C'est quand même au-dessus de 2,5, mais ça reste quand même mitigé. Okay? Donc, au niveau de l'euro,
on aura ce même chiffre pour en fait justifier, en fait, parce que l'indicateur du PIB, c'est-à-dire l'indicateur du taux de croissance, est un indicateur simultané qui permet de confirmer, hein, l'état de l'économie. Donc, si par exemple, a priori, les chiffres qui vont sortir au niveau de l'Europe devraient être des chiffres bons dans l'ensemble, puisqu'on a vu que l'espace, selon les dires du président du président de la BCE, Mario Draghi, selon ses dires, que l'espace économique de la zone européenne se porte très bien et que les perspectives justement d'inflation sont maîtrisées ou du moins sont en parfait contrôle de situation. Et donc, à ce sujet-là, on ne devrait pas avoir de surprise au niveau des chiffres de la croissance au niveau de la zone européenne. Donc, ça, ce sont les quatre nouvelles, les quatre faits fondamentaux majeurs qui sont justement attendus cette semaine. Au niveau donc de ma vue globale fondamentale du marché, ça concerne bien sûr le dollar. Comme vous le savez, le dollar a atteint son plus bas historique depuis 3 ans. Donc, c'était une violente baisse provoquée par le discours du secrétaire général de la Maison Blanche, qui est Steven Mnuchin, qui avait dit que un dollar faible, justement, aidait l'économie américaine à être plus compétitive au niveau international, chose que Donald Trump a nuancé un peu au niveau de son discours à Davos, où il s'est montré un discours plus ouvert, un discours en fait d'assurance, mais également il a montré, il a menacé l'Union européenne de représailles au niveau justement des accords de libre-échange entre les États-Unis et l'Amérique qu'on appelle, je crois, le CEFTA. Voilà, parce qu'il y en a, je pense, 3 accords. Il y a le NAFTA avec seulement les pays nord-américains, c'est-à-dire Mexique, Canada et puis États-Unis. On a aussi le CEFTA qui est entre la zone euro et la zone nord-américaine. Et puis il y a aussi le TAFTA, je crois, le transatlantique, voilà, quelque chose comme ça. Donc ces 3 accords, Donald Trump a réitéré justement ses envies justement de contrôler ces accords parce qu'il estime que les États-Unis, c'est la première puissance économique. C'est normal qu'ils aient un certain droit de veto sur les décisions qui se passent à l'intérieur, bien sûr, de ces accords. Et ce n'est pas vu d'un bon œil de la part des dirigeants, justement, de ces espaces économiques que je viens de citer. Au sujet du NAFTA, Donald Trump également s'est vu être contrecarré par le premier ministre canadien qui est M. Pierre Trudeau et puis également le chef du gouvernement mexicain ont réitéré aussi les envies de quitter aussi le NAFTA parce que le président américain Donald Trump veut modifier en fait tout ce qui est clause de non-divulgation dont j'avais déjà parlé dans certaines vidéos et également aussi au niveau de l'arbitrage. C'est-à-dire l'arbitrage, c'est-à-dire ce sont l'ensemble de règles qui entourent l'ensemble des règles qui entourent en fait le contenu, hein, le contenu des accords de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et également le Canada. Donc là, monsieur le président américain Donald Trump veut modifier ces accords-là en sa faveur dans le sens qu'il ne souhaite pas que les entreprises américaines soient poursuivies, hein, par des tribunaux nationaux au sujet, par exemple, d'un non-respect, par exemple, de certaines dispositions légales qui ont été prises auparavant dans cet accord-là. Donc, le président du Mexique et également le premier ministre canadien voient ça, en fait, d'une arrogance et ils souhaitent justement quitter ces accords-là si le président américain ne revoit pas sa position concernant ce document-là qu'on appelle le ISDS. Voilà, ISDS, donc ça, c'est la clause, en fait, qui stipule que les Américains ou le gouvernement américain, donc le gouvernement américain dirigé par le président Donald Trump, ne veulent pas se voir imposer de sanctions ou bien de pénalités ou de procès envers leur État parce qu'ils estiment qu'ils sont en fait un des poumons privilégiés et des poumons importants de l'espace économique nord-américain. Donc ça, c'est en fait ces situations-là qui mettent qui ont mis un peu le dollar à mal. Cependant, moi personnellement, au niveau du dollar américain, je vous avais dit de faire attention parce que bien vrai qu'on a baissé, les stratégies qui étaient adoptées en fonction du dollar étaient bien sûr dans le sens de la baisse du dollar. Autrement dit, tous ceux qui étaient en fait au niveau de l'euro-dollar ont été haussiers.
tous ceux qui ont été au niveau de, par exemple, de AUD, USD étaient haussiers. Mais j'ai dit, et GBP USD également, mais j'ai dit de faire attention aussi parce qu'on peut avoir aussi un rebond inopportun du dollar à n'importe quel moment. Il suffit par exemple d'une déclaration parce que les fondamentaux, comme vous le savez, les fondamentaux changent, hein, contrairement, même si les fondamentaux guident le marché, mais les points de vue fondamentaux ou les points de vue, ou bien le point de vue global général du marché, il varie en fonction également de l'analyse technique. Donc, on peut être fondamentalement haussier la semaine passée, et puis cette semaine, on peut être aussi neutre ou voire baissier. Parce que ce sont ces patrons-là, ces banquiers centraux ou bien ces présidents qui guident le marché. Donc, au fur et à mesure qu'ils revoient, eux, leur position, au fur et à mesure aussi que le sens du marché aussi évolue. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est bien d'être baissier sur le dollar, mais n'oubliez pas qu'il suffise que la Fed dise que nous voulons remonter plus de 3 les taux d'intérêt, parce qu'il va y avoir une décision de la politique monétaire sur mercredi. S'ils disent nous allons revoir nos anticipations de la hausse des taux qui était supposée être de 3 à 4, et en plus de cela, comme ils disent qu'ils suivent le PCE, le Personal Consumer Expenditure, qui est un indicateur des dépenses, hein, des dépenses des ménages, des dépenses de la consommation, au niveau de la consommation des ménages. C'est un indicateur qui est très suivi dans l'élaboration de la politique monétaire au niveau de l'inflation et également au niveau de l'IPC, parce que ce qui fait bouger en fait l'inflation, ce n'est pas l'inflation, ce n'est pas les dépenses brutes, ce sont ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire qu'on enlève les prix d'énergie et les prix des aliments, c'est-à-dire que le PCE core, c'est-à-dire l'IPC ou l'inflation sous-jacente, où on voit que c'est comme une inflation réelle où on extrait les éléments volatiles. Donc, tant qu'ils voient que cet élément-là est en fait sous-estimé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en fait, il n'y varie pas dans le sens qu'ils souhaitent, ils peuvent toujours commencer à non seulement augmenter les taux et également revoir leur anticipation au niveau des hausses des taux au niveau de l'année. Mais si ce chiffre-là varie dans le sens qu'ils veulent, ils peuvent ne pas aussi faire 3 hausses de taux, ils peuvent faire seulement 2 ou bien juste rester neutres comme ils étaient avant. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, le dollar est susceptible de rebondir à n'importe quel moment. Il faut être ouvert à ce scénario. Et on voit également que le fait que le dollar a plongé, ça c'est un, et donc il a atteint un plus bas de 3 ans, donc techniquement, il peut rebondir, ça c'est un. De deux, le président américain Donald Trump a dit, il a nuancé ses propos, il a dit qu'il est aussi ouvert à ce que le dollar ait aussi une valeur, une valeur forte, pas nécessairement une valeur qui soit trop dépréciée. Ça, c'est un soutien aussi au niveau du rebond du dollar. Ça, c'est de deux. De trois, on a aussi le spread des taux aux États-Unis et dans la zone européenne. Donc, comme vous le savez, l'euro a fortement progressé. Je pense plus de 13% depuis le début de l'année. Il a fortement progressé. Le président de la BCE, Mario Draghi, a mentionné qu'il se réserve toujours le droit, certes, de diminuer le QE, donc voire de le finir, mais il se réserve le droit de continuer le QE aussi longtemps qu'il le souhaite et aussi longtemps que ce soit nécessaire pour l'économie de la zone européenne. Donc ça, c'est un soutien aussi qui peut mettre à mal un peu la progression de l'euro et qui peut la freiner. On va le voir techniquement à l'écran, mais fondamentalement, ça laisse entrevoir que le QE n'est pas susceptible de s'arrêter maintenant. Certes, il a diminué en termes de taille, mais il peut être prolongé plus tard. Donc, fondamentalement, ça veut dire que l'euro est susceptible de se rétracter un peu. Et c'est mécanique, hein? Quand l'euro baisse, le dollar monte. Quand le dollar baisse, l'euro monte. C'est vice-versa. Donc, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 facteurs qui sont dans le sens de la hausse, d'un rebond inattendu du dollar. Donc, il faudrait faire attention à vos stratégies. On va voir tout à l'heure au niveau du graphe que les anticipations concernant ce graphe concernant l'idée que je suis en train d'émettre, ont déjà commencé. Et les figures techniques que vous allez voir à l'écran bientôt, je les détecte les dimanches soirs. Donc, c'est dimanche soir que je commence à tracer mes détails techniques. Et c'est ce matin, aujourd'hui, que j'enregistre justement cette émission pour les présenter avec le point de vue global que j'ai vu hier soir et que je vois également ce matin, le lundi. Donc, les figures que je trace, que vous allez voir à l'écran qui sont tracées, datent d'hier soir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention en fait à ne pas être trop haussier, okay, sur les paires qui sont cotées en dollars et d'être uniquement baissier sur le dollar. Le dollar peut rebondir et susceptible de rebondir à n'importe quel moment. Surtout cette semaine, faites attention parce qu'on a des décisions de
politique, politique monétaire de la Fed. Et pour finir, en fait, cette présentation du point de vue global, parce qu'il faut qu'on passe maintenant au calendrier du marché, cette semaine ou la semaine passée, on a vu que, je vous avais dit la semaine passée, dans les émissions passées, que le pétrole, certes, était soutenu fondamentalement, était soutenu par les conditions géopolitiques et fondamentales. Et on a vu que, et j'ai dit que c'était difficile au fait que le pétrole reste haussier et que les plateformes de forage, en fait, la restriction sur le quota des plateformes de forage reste également diminue. Parce que quand les plateformes de forage ou le quota des plateformes de forage pétrolières diminue, ça soutient fondamentalement à la hausse sur le pétrole. Mais c'est difficile de voir le prix du baril augmenter et puis ce quota-là rester tel qu'il soit. Et c'est ce qui s'est passé le vendredi. On a eu la publication des chiffres qu'on appelle le Baker Hughes, qui est l'indicateur en fait de la publication des puits et des plateformes, le quota des plateformes pétrolières. Il était avant à 937. On a retiré 200. On a fermé 200 plateformes pour soutenir en fait le prix du baril du pétrole à long terme. Mais les producteurs nord-américains, comme vous savez économiquement, si votre prix augmente et que vous augmentez également votre quantité, vous devenez plus riche forcément. Donc, c'était difficile justement de maintenir ce standard. Et on le voit que cette semaine, le dernier comptage du vendredi passé, le dernier décompte du vendredi passé, il était de 737, comme j'ai dit. Et quand il a été publié, il est sorti à 959. Ça veut dire que les prix ont augmenté je crois, 212. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté de 212. Donc, les 200 qui étaient fermés avant, ils l'ont réouvert et ils ont ajouté encore 12 encore dessus. Donc, ça fait en tout 959 plateformes pétrolières qui ont été encore au décompte, qui ont été mentionnées dans la publication de cet indicateur-là. Donc, ça veut dire qu'à très court terme, on risque d'avoir un rétractement, bien sûr, du prix du baril du pétrole, puisque si le quota des barils du pétrole est trop élevé, ça peut bien sûr soutenir à la baisse, puisqu'il y a trop d'offres. L'offre est supérieure à la demande, donc ça va soutenir à la baisse justement le prix du baril du pétrole. Donc on risque d'avoir une légère correction cette semaine sur le pétrole. D'ailleurs, on ne sera pas surpris de voir le stock, le déstockage brut de baril de pétrole qui apparaît chaque mercredi. On ne sera pas étonné de voir que la production aura augmenté plutôt que diminué. Voilà. Donc ça, c'était pour ces détails fondamentaux que vous devez avoir en tête avant de pouvoir travailler votre graphe. Donc on va passer bien sûr donc comme je l'ai dit, on va voir le GBP USD. Concernant les actifs que je vais surveiller cette semaine, donc on aura le GBP USD, USD4 comme d'habitude, euro-dollar. Donc, vous commencez à être habitué aux produits que je surveille. L'indice Dow Jones et Nasdaq que je surveille tout le temps aussi. Au niveau des matières premières, l'or, le cuivre, le pétrole et le gaz naturel. Et aussi, ainsi que l'euro-bond, le T-note pour terminer donc cette émission. Voilà. Donc, on passe maintenant au graphe de marché, donc au calendrier de marché. Donc, comme on le voit ici, nous sommes aujourd'hui le lundi 29 janvier. Au niveau du graphe de l'actualité fondamentale, on voit ici qu'on a l'indice, le PCE que je vous ai parlé tout à l'heure dans la présentation de cette émission, qui est sorti en léger recul de moins 0,2%, qui était pourtant attendu il n'y a pas eu de surprise, hein, la prévision était de 0,4%. Le chiffre est sorti à 0,4%, mais donc ça ne donne aucune surprise. Mais contrairement à la publication précédente, c'est un recul de moins 0,2%. Donc, comme vous le voyez ici, le précédent était de moins de 0,6%. Donc, on a le précédent, donc la publication précédente par rapport à la publication qui est sortie maintenant, il y a un léger recul. Mais concernant les attentes, concernant les anticipations, on voit qu'il n'y a pas eu de variation. C'est-à-dire que la prévision attendait à 0,4 et c'est sorti également à 0,4. Vous comprenez? Donc ça, c'est bien d'avoir une vision en fait des différentes variations et c'est ça qui en fait, ce n'est pas la publication du chiffre qui impacte le marché, c'est la variation, donc la différenciation des valeurs, des chiffres, c'est ça qui impacte le marché justement concernant les nouvelles macroéconomiques ou les nouvelles globales ou géopolitiques, ce que vous voulez. Donc,
Au niveau, donc après le PCE, on n'a pas de grosses nouvelles aujourd'hui ce lundi. Les lundis sont souvent calmes. Voilà pourquoi je présente ces émissions. On va peut-être avoir le ratio des demandeurs d'emploi au Japon. Donc ça, faites attention ceux qui sont sur l'USD Yen. On a aussi la publication du taux de chômage dont le précédent est de 2,7. La prévision également est de 2,7. Donc le Japon est dans une dynamique économique assez puissante. Vous comprenez? Un taux de chômage de 2,7 est pratiquement un plein emploi. Donc voilà. Donc ça veut dire que voilà pourquoi le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe n'est pas prêt justement à arrêter ce qu'on appelait le QQE, donc le Quantitative and Qualitative Easing. D'ailleurs, à ce sujet, je vais publier justement bientôt un tableau qui va montrer en fait l'évolution des différents QE des différentes banques centrales et l'évolution du QE global, c'est-à-dire de toutes les banques centrales. Je vais le publier bientôt sur la page, donc restez à l'écoute au niveau de cette publication. Parce que cette publication est très importante parce que ça permettra de savoir, en fait, d'orienter votre politique et votre vision globale sur les différents actifs que vous allez travailler. Concernant le yen, la monnaie yen, concernant également l'euro-dollar et concernant l'euro et le dollar, et puis concernant également euh, je crois que ce sont les trois plus gros QE du monde, c'est-à-dire le dollar, l'euro et puis le yen. Concernant l'euro-dollar, il est difficile de rester à l'achat sur l'euro et à l'achat également sur le dollar. C'est soit l'un ou l'autre. Parce que quand on regarde les différenciations des spreads, donc la différence des taux d'intérêt, les années où le taux d'intérêt en Europe est très haut, en général, les indices, les indices européens, voilà, les indices européens sous-performent. Et l'euro aussi est très fort. Tandis que le dollar, lui, il baisse. En fait, le taux d'intérêt américain, il baisse. Donc, quand il baisse comme ça, la monnaie est sous-performante, mais les indices américains sont super-performants. Donc, c'est soit l'un ou l'autre. C'est-à-dire que soit on a des divergences, soit on a des convergences pour voir des contractions. Donc, quand le spread ou la différenciation des taux entre l'Europe et les États-Unis est mis sur l'écran, on voit que lorsque, dans des périodes, quand les deux convergent ensemble, ça veut dire qu'en Europe, ça se passe moins bien au niveau de la monnaie. Donc, on voit une performance des indices européens. Et au niveau des Américains, on voit également une forte progression de la monnaie du dollar, mais une sous-performance de l'Europe. D'accord? C'est pour ça que souvent les gens associent du fait que quand les indices européens sous-performent, les indices américains sous-performent. Non, c'est en fait à cause de la différenciation des taux. Souvent, il peut arriver ce phénomène-là, que ce phénomène soit mécanique, mais n'oubliez pas que techniquement, l'euro est l'inverse du dollar. Mais au niveau des indices, ce n'est pas pareil. On peut avoir un dollar, on peut avoir un indice qui sous-performe et un indice américain qui sous-performe et un indice européen qui sous-performe. Pas par rapport au marché, mais par rapport à l'indice du dollar. D'accord? C'est-à-dire que le Dow peut faire, par exemple, 20%, tandis que le CAC peut faire, par exemple, disons, 8%. Il a progressé pareil, mais il a sous-performé par rapport à l'indice de l'indice américain. Donc, c'est ça que je voulais vous faire comprendre pour que vous sachiez, en fait, comment est-ce que le marché au niveau des changes varie. Donc, au niveau, bien sûr, de cette semaine, à part les 4 facteurs que je vous ai présentés, je dis qu'il n'y a pas vraiment de grosses nouvelles. On a peut-être aussi l'indice de confiance des consommateurs. Ça, c'est très important aux États-Unis. En Europe, c'est certainement le cas. Vous voyez que précédemment, on a eu un indice de confiance des consommateurs à 0,5. On a une prévision à 1,3. Donc ça va venir en fait confirmer les propos de Mario Draghi quand il disait que l'économie européenne, la zone européenne se porte très bien et qu'ils sont dans une dynamique de stabilisation et de croissance durable. Donc, on a un indicateur de confiance. Comment est-ce que les consommateurs perçoivent l'espace, la croissance de l'espace de la zone économique. Et ça va sortir à 1,3. Aujourd'hui, au niveau du lundi, il y a, à part les chiffres de l'emploi, taux de chômage au Japon et également le mardi, l'indice de confiance du consommateur au niveau de la zone européenne, il n'y a pas d'autres chiffres. On a aussi le préliminaire, l'IPC en Allemagne, mais ça, ce n'est pas l'IPC définitif, c'est l'indice préliminaire, donc il peut être révisité à chaque fois, donc ce n'est pas si important. Aussi,
Donc, quand je regarde avec vous, et on a aussi la production manufacturière en Chine, ok, en Chine, qui est supposé être le mardi 30 janvier. Voilà. Donc, c'est-à-dire demain. Après ça, dans cette semaine, on n'a pas vraiment de grosses nouvelles. On a bien sûr on a voilà, c'est le mardi que ça va être bien parce qu'on a le taux de chômage dans la zone européenne. On a l'IPC au niveau de la zone européenne aussi. Donc, on aura l'IPC, on aura le PIB qui est très attendu. On aura aussi les rapports ADP aux États-Unis. On aura également le PIB, le PIB au Canada. Donc, le PIB au Canada, il est fortement attendu à la hausse parce que le précédent était à 0% et la prévision est à 0,4%. Donc, c'est quand même beaucoup. Et au niveau du NFP qui est attendu ce vendredi, le premier vendredi du mois, vous savez, le NFP, il est attendu à 184 000 au niveau de la production, de la création de nombre d'emplois. Mais si le NFP, moi je m'attends à avoir un NFP dans ces zones-là, c'est-à-dire entre 184 000 et 209 000. Un NFP qui sera en dessous de 160 000 va vraiment mettre à difficulté le dollar américain parce que la différenciation du NFP, historiquement, c'est de 50 000. Okay? 50 000 créations d'emplois en termes de différenciation. Donc, si vous avez fait un peu les stats, vous voyez souvent, on a les distributions en forme de cloche, donc dans les statistiques au niveau de ce qu'on appelle la loi normale. Donc, si on divise en fait les 50 000 de la variation historique du NFP des deux côtés, ça fait une variation de 25 000 de chaque côté. Donc, c'est-à-dire que si un NFP est en dessous de 160 000 pour ce mois-ci, le dollar sera vraiment en difficulté. Et si on a un NFP qui est au-dessus de 209 000, donc plus 25 000 de 284 000, ça va vraiment être un NFP assez surprenant et ça risque de faire rebondir fortement le dollar américain. Donc voilà pourquoi je vous dis de rester prudent et de regarder en fait la politique et également les bruits qui se passent autour de la monnaie américaine avant de pouvoir prendre des décisions adéquates, bien sûr techniquement, comme vous le savez le faire, avant de pouvoir justement bénéficier de superbes coups, de superbes trades. Donc, ça va être le vendredi. Mais si on a un FP entre 184 000 et 209 000, ça est dans la moyenne. Hein, donc, il ne devrait pas avoir de surprise. Voilà. Donc, c'était pour la petite précision que je tenais à faire. On a bien sûr les stocks du pétrole, le baril du pétrole attendu cette semaine. On a une grosse nouvelle, donc la possible hausse des taux au niveau du mercredi, donc le FOMC, qui est attendu à 1,37%. Vous voyez qu'actuellement, on a 1,5. On va aller peut-être à 1,37. Donc, c'est-à-dire c'est une levée de taux de à peu près, un recul en fait de, si je calcule rapidement, ça va faire à peu près 20 points de base, quelque chose comme ça. Donc, un recul au niveau de la hausse des taux d'intérêt. Donc, le marché, précédemment, on était à 1,5 et le marché s'attend à ce qu'on baisse les taux d'intérêt à 1,37. Vous comprenez? Donc, c'est pour en fait rattraper la baisse du dollar américain récemment qu'on a eu et peut-être pour commencer à le stabiliser, voire après de le relever quand tous les facteurs fondamentaux seront mis sur la table. Donc, faites attention cette semaine au dollar. Sinon, à part ça, le jeudi, il n'y a rien de particulier. À part peut-être le PMI manufacturier et industriel au niveau de la France. Donc, ça concerne plus les traders de CAC 40 et également de ceux qui tradent également le DAX concernant en Allemagne. Voilà. On a aussi celui de la zone européenne. Donc, c'est pratiquement le même indicateur pour les différents espaces, les grandes puissances économiques au niveau de ces zones-là. Et bien sûr, le vendredi, on finit en beauté avec la traditionnelle annonce des NFP et également le PPI qui est très, très important pour ceux qui traitent bien sûr le DAX et le CAC et aussi l'Eurostock. Le PPI, c'est l'indice des prix à la production. Très, très important comme indicateur économique. Voilà. Donc ça, c'était pour l'ensemble du calendrier économique. On va voir rapidement sur le calendrier de DailyFX parce que je regarde souvent les deux calendriers parce que des fois, il peut y avoir des annonces qui ne se retrouvent pas à l'un et on voit l'autre aussi annonce dans l'autre calendrier, juste pour avoir un point de vue global pour ne pas être surpris d'une annonce quelconque. Donc, c'est pas mal les mêmes choses qu'on vient de voir. Donc, PCE Core aujourd'hui, sorti à 1,5. Donc, ça, c'est important pour la politique monétaire, comme j'ai déjà mentionné.
le PIB de la zone européenne. Donc, ça, c'était, vous voyez, on a vu ici le PIB de la zone européenne. On voit ici le mardi 30 janvier, mais dans le calendrier de CMC Market, il n'était pas là. Donc, vous voyez que c'est important de pouvoir tenir compte justement de regarder les deux calendriers pour ne pas être surpris. Confiance des consommateurs, on a vu également qu'il y en aura dans la zone européenne. On n'avait pas vu également pour la zone au niveau des États-Unis, mais il y en aura également. Ce sera ce mardi. Après ça, on aura également l'IPC au niveau de l'Australie, donc ceux qui sont traders sur la monnaie australienne, le Aussie. Donc ça comptera pour le quatrième trimestre, donc très important. Il est attendu à la hausse. Donc c'est-à-dire que ceux qui vont trader le AUD-USD, faites gaffe. Il était prévu, la précédente publication était à 1,8% et il va sortir à 2,2%. Donc c'est une légère augmentation de 2%, mais techniquement, ça veut dire que la monnaie australienne a atteint sa cible d'inflation parce que la cible d'inflation commune de la politique monétaire mondiale ou des différentes banques centrales est de 2%. Donc techniquement, ça veut dire que l'Australie a atteint cette politique monétaire de l'inflation, la cible mondiale qui est de 2%. Donc si c'est le cas, ça sera une très bonne nouvelle du côté de la monnaie australienne. On peut avoir donc une accélération de la monnaie australienne. Au niveau de l'indice PMI non manufacturier de la Chine, ce sera également ce mercredi, voilà, mercredi très tard. On aura également, donc ça PMI manufacturier pour le mois de janvier. Donc ça concerne les activités industrielles. Donc ça peut influer bien sûr le cuivre et puis également tout ce qui est monnaie, tout ce qui est espace Asie-Pacifique et également c'est ça, asiatique et pacifique. Donc tout ce qui est New Zealand, Australie, la Chine elle-même et puis bon les autres et aussi l'espace aussi qu'on appelle l'espace économique du BRICS. Donc c'est tout ce qui est monnaie émergente en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a un indice justement le MSCI qui est un indicateur en fait qui est aussi très très important pour ceux qui traitent bien sûr le Hang Seng, donc c'est-à-dire l'indice chinois qu'il faut suivre. On a le PIB canadien qui va sortir donc ce mercredi, je crois, mercredi. Et puis également la décision de la fourchette des taux d'intérêt, bien sûr, concernant la politique monétaire au niveau de la Fed. Ça, on l'avait déjà vu. Donc, voilà. Donc, globalement, c'est ça qu'il faut attendre. On a donc l'USM manufacturier également le jeudi concernant les États-Unis, le USM manufacturier qui est très important également. C'est un indicateur qui peut aussi orienter sur une vision des prochaines ventes de détail aux États-Unis. Donc, c'est très important, il faut le suivre. Et pour finir le vendredi, on a bien sûr la masse monétaire au niveau du Japon. Concernant ça peut aider justement pour ceux qui traitent le Forex. Et également les annonces de création non agricole qui sont le NFP. Voilà. Donc, on a fini donc cette partie fondamentale qui était vraiment très élaborée, très longue, mais c'est important parce qu'il faut que vous ayez vraiment une vision globale des marchés pour ne pas être surpris et pour ne pas être pris à contre-pied sur les marchés financiers. Maintenant, on va passer à la partie graphique que voici. Donc, on va commencer. Voilà, ce ne sera pas long. Voilà. Donc, on commence avec le GBP-USD. Alors, le GBP-USD, bien sûr, cette semaine, il a fortement monté. Il a validé nos analyses qu'on avait fait la semaine passée. Il a cassé donc ce niveau ici que j'avais tracé en orange. Progression fulgurante. On est arrivé dans la zone bleue. Donc, la zone bleue que je vous avais dit, quand j'avais tracé, je dis que cette zone bleue, c'est une zone en fait qui sera vraiment une zone difficile à travailler, donc indécise. Même si le USD avait clôturé, même si le GBP-USD avait clôturé dans cette zone, vous allez voir qu'on allait avoir un peu des rétractions, des variations, et ça allait faire du zigzag. C'est-à-dire que cette zone, en fait, c'est une zone en fait à éviter. Si vous êtes trader en intraday, cette zone-là, évitez-la parce que c'est une zone qui a été fortement travaillée. Et avant qu'on ait touché ce support historique, cette oblique ici, qui est dessinée en orange, ou bien où il y a le cluster avec la moyenne mobile en noir, c'est une zone qu'il faut faire attention parce qu'elle a été travaillée à maintes reprises. Elle constitue un seuil de polarité, une inversion de polarité, c'est-à-dire qu'elle a été support et maintenant elle est devenue résistance. Donc, c'est une zone a priori qu'il faut éviter. Le marché n'a pas eu besoin également de se calmer là. Il a fait juste un plus haut là et il a clôturé ici.
Et après, on voit aujourd'hui qu'il est en train de baisser. Donc, techniquement, en intraday, comme vous le voyez à l'écran, sans même que je finisse l'émission, le GBP/USD est baissier à court terme. Voilà. Parce qu'on a des prises de bénéfices, on a aussi un léger rebond du dollar et des anticipations au niveau du rebond du dollar américain. Donc, ce qui fait qu'à à très court terme, c'est-à-dire, pardonnez-moi, attendez, en 1 heure, donc en séance d'intraday et en scalping, vous voyez ici qu'on évolue dans un canal descendant, comme j'ai dessiné hier soir, le dimanche soir que j'ai détecté. Donc, canal, on est venu ici se stabiliser dans cette zone en bleu. On a fait une latéralisation en rouge que j'ai mis ici. Donc, ça, c'était le plus haut à date du GBP USD. On n'a pas pu confirmer donc de casser cette zone en rouge que j'ai tracée. Donc, c'est normal que le marché s'effondre pour aller toucher donc la borne qui est ici, qui est là. Donc, on va évoluer comme ça à la baisse à l'intérieur de ce canal haussier. Peut-être venir s'appuyer également ici au niveau de la zone en orange qu'on a vu en weekly pour faire ce qu'on appelle un throwback pour repartir justement dans la direction des 1,42, 1,43. Voilà. Donc, c'est propre techniquement. Vous avez vu ici, on avait validé notre triangle symétrique qu'on avait dessiné, notre triangle ascendant, pardon, qu'on avait validé à l'analyse passée, dans l'émission passée. On est sorti par le haut, on a fait un pullback, un throwback, pardon. On est parti jusqu'à ce niveau de la ligne bleue. Et après, maintenant, on est en train de consolider dans un canal descendant. Donc, le canal descendant, c'est que vous savez savoir, c'est comme les canaux ascendants. Tant qu'on ne sort pas du canal, on ne peut pas parler de changement de tendance. Donc, actuellement, on est baissier. OK? Tant qu'on évolue à l'intérieur de ce canal, on est baissier. Si on sort du canal, là, on reprend maintenant une nouvelle dynamique, un nouveau cycle, tout simplement. Donc, je peux tracer avec vous, devant vous, donc cette, voilà, prolonger jusqu'à la ligne orange. Voilà. Comme ça. Voilà, comme ça, ça canalise donc notre actif. Donc, il va, tant qu'il évolue à l'intérieur de ce canal, il ne faudrait pas chercher donc à l'acheter. Il faut chercher simplement les points hauts du canal pour commencer pour chercher à le vendre, pour aller chercher les niveaux plus bas qui sont le niveau plus bas ici qui est au niveau de la ligne orange, c'est 1,38 660. Voilà, le 1,38 660, ça serait vraiment un excellent point d'entrée pour payer le GBP USD, en tout cas à court ou à moyen terme. Alors, au niveau du USD CAD, USD CAD, comme vous le savez, ça fait très longtemps, il continue toujours à se stabiliser dans la zone assurée ici en orange et également cette zone d'indécision en bleu comme la zone du GBP USD qu'on vient de voir. Donc ici, on voit ici que la ligne grise que j'ai tracée, je vais juste monter l'écran, voilà. Si vous regardez bien la ligne grise que j'ai tracée ici, ça c'est la clôture hebdomadaire. Tant qu'on est au-dessus de la clôture hebdomadaire, on peut supposer que le GBP USD à très court terme, hein, donc en scalping, on peut chercher à payer le USD CAD parce qu'on a un rebond fondamentalement du dollar américain concernant le discours du président Donald Trump à Davos. On a également le différentiel du spread des taux que je vous ai expliqué au début de cette émission qui est là. On a également le retrait du Canada et également du Mexique au niveau du NAFTA. Donc, si ces deux-là se retirent, c'est un peu comme si c'est comme un aveu d'impuissance concernant à la loi dictée par le président Donald Trump. C'est comme si c'est Donald Trump qui a en fait a gagné ce discours. Parce que Donald Trump, vous savez, il fonctionne un peu comme dans son film, dans sa série The Apprentice. C'est-à-dire que c'est lui qui décide tout. Voilà. Donc, ça, c'est un peu pour la petite boutade. Mais si c'était le cas, si le Canada et le Mexique devaient justement se plier à ce que M. Donald Trump va mentionner. Et concernant également si, par exemple, la Fed émet l'idée en fait qu'elle pourrait augmenter 4 fois au lieu de 3 les taux d'intérêt, on risque de voir le dollar américain s'apprécier, donc l'USD4 de facto, jusqu'au niveau de la zone des 1,24 400, donc c'est-à-dire jusqu'à ce niveau ici. Ou alors, on peut avoir une légère hausse pour faire un pullback ici sur la deuxième ligne, la première borne oblique qui est ici en vert que je mets là, et puis revenir retracer puis on peut avoir une consolidation dans ce canal-là qui est dessiné et on peut ne pas avoir de direction particulière. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes des traders intraday, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas parce que le trading, c'est une question de patience. Si vous êtes positionné, par exemple,
si vous voulez vous positionner, il faudrait attendre vraiment qu'on casse ce range ici que j'avais détecté hier soir, qu'on valide tout ça pour maintenant prendre au moins, pour rentrer, pour aller chercher au moins 50 pips, c'est-à-dire de 1,24 pile à 1,24 450. Donc, il faut qu'on sorte de ce canal. Ou alors, si vous voulez le payer à un excellent point d'entrée, il faudrait attendre simplement qu'on vienne toucher la barre des 1,23 voire des 1,22 750, ok, pour entrer à l'achat sur l'USD4. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'on est à l'intérieur de ce graphique, de cette boîte en bleu, il ne faut rien faire. Il n'y a rien à faire ici. Voilà. Donc, au niveau du USD, de l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc, comme vous le savez, l'euro-dollar également, c'est actuellement, on a bien sûr un ralentissement de l'euro-dollar. J'avais posté ce graphe-là, je vais vous montrer, la semaine passée, que on n'avait pas réussi à passer cette ligne en rouge. Donc, j'avais mis deux ronds ici pour montrer qu'il avait fait deux double tops. Je vais juste retirer mon graphe, pardon, mon écran, pour que vous puissiez voir. J'avais posté qu'on avait fait, donc on était dans un triangle, dans un biseau d'élargissement, comme vous avez vu ici, un biseau d'élargissement ici, dont la sortie est généralement baissière, et qu'on avait déjà fait deux double tops. En haut ici, j'avais mis deux ronds là. Donc ça veut dire que vous voyez que ça confirmait l'analyse qu'on avait vue. Et l'euro-dollar, bien sûr, quand l'euro se rétracte un peu et que le dollar rebondit, ça fait baisser bien sûr l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar a baissé également. Donc ici, cette zone ici, tant qu'elle n'est pas encore franchie, on peut considérer que l'euro-dollar sera baissier. Donc à très court terme, l'euro-dollar est baissier jusqu'à nouvel ordre. Et on voit également qu'il a cassé donc ce biseau d'élargissement. Les biseaux d'élargissement sont des figures qui sont très, très difficiles, non seulement à détecter, et très difficiles à trader. Donc, de toutes les manières, même si on l'avait vu, moi, personnellement, je ne l'avais pas tradé parce que c'est très difficile à prendre une position claire au niveau des biseaux d'élargissement. Donc, je suis resté au travers de ce graphe-là. Et on a vu que le marché, vous voyez qu'il a cassé, mais il a réintégré ce biseau-là. Vous voyez comment c'est difficile? Donc, malgré qu'on a dessiné, on a décelé ce biseau d'élargissement, il a retracé un genre de pullback, mais un pullback qui est pratiquement invalidé, puisqu'il n'a pas validé le pullback ici sur la ligne, mais il a plutôt fait le pullback jusqu'à l'intérieur de ce biseau d'élargissement. Les biseaux d'élargissement, statistiquement, au niveau de l'analyse technique, ils sont à 57% de réalisation. C'est très faible, c'est-à-dire qu'on a 43% de réalisation de scénario contraire. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement difficiles à transiger, pas comme les ETE ou bien les double bottom que vous appréciez tant. Mais on voit que généralement, quand on regarde le graphe de long terme, on voit qu'il a fait deux doubles tops. Donc, ça veut dire qu'il a, à deux reprises, il a tenté de pouvoir réagir des plus hauts, mais il n'a pas pu. Donc, vous voyez que quand on fait deux double tops comme ça, c'est-à-dire qu'on est monté ici, on a consolidé une fois, deux fois. Donc, c'est normal qu'il y ait une baisse, peut-être jusqu'au niveau de la zone que j'ai mis ici en gris, qui seront soit aux alentours des 1,23, ou bien on peut se stabiliser même en 1,25 et 1,24, c'est-à-dire on peut faire un genre de range ici, pour chercher en fait une direction afin de voir si le marché va continuer vraiment à progresser plus haut, puisqu'on est dans une configuration de long terme haussière, on va le voir tout à l'heure, ou alors on casse vraiment ce range de stabilisation entre les 1,24 et les 1,25 jusqu'à 1,22, ok, pour venir, ou même à 1,20 pour venir prendre appui ici définitivement pour repartir vers le haut. Donc je vais enlever très rapidement ça, ces ellipses, sinon ça devient un peu illisible. Voilà, donc je vais vous montrer le graphe à long terme. Donc à long terme, l'euro-dollar est haussier. Hein, on a cassé des plus hauts, on s'approche bien sûr de la borne en rouge ici, mais on peut venir faire un pullback, comme vous voyez la mèche ici en rouge. On peut faire ici, venir faire un pullback ici pour toucher la ligne et après repartir donc dans le sens de la tendance de fond. Je vais enlever, attendez, hein. Bon, c'est pas grave, je vais le faire après. Je voulais tracer une ligne ici, sinon ça deviendra un peu trop brouillon, mais je le sais comme ça. Mais juste pour que vous voyez un peu que tant qu'on n'est pas au-dessus, donc de plus haut de la zone orange qui est ici, le marché au niveau de l'euro-dollar est techniquement à court terme baissier. Voilà, pour ceux qui sont en intraday ou en scalping. Au niveau de l'or, donc l'or a une configuration techniquement haussière au niveau du long terme parce qu'on est ici
Je vais déplacer ma caméra pour que vous voyez. On est ici en weekly, comme vous voyez ici, W1. Donc, en weekly, l'or est, est haussier. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin d'un catalyseur de la géopolitique ou un catalyseur vraiment, c'est-à-dire qu'un facteur macroéconomique qui va vraiment mettre à mal, comme par exemple, disons, la publication, par exemple, des taux d'intérêt ce mercredi ou la création d'emplois, le NFP au niveau justement des États-Unis. Si cette publication-là vraiment met en difficulté le dollar, on pourrait donc voir une accélération haussière mécanique hein, de l'or. Sinon, actuellement, ce que l'or fait, vous allez voir tout à l'heure en intraday, on est vraiment en train de consolider, voire de baisser parce que ça fait longtemps qu'on essaie de casser cette zone des 1 350, 1 370. On n'a pas pu. On a fait une latéralisation, une consolidation et le marché n'arrive pas à passer ce niveau-là. Donc voilà pourquoi il peut venir prendre appui jusqu'au 300, au 1300. Si jamais le dollar rebondit, on peut avoir une consolidation jusqu'à 1300 pour repartir dans le sens de la tendance, puisque la tendance de fond est haussière comme on peut le voir. Mais en intraday, vous allez voir ici qu'on a un formidable canal ascendant que j'ai tracé hier soir. Vous voyez ici comment c'est propre. Donc, sortie généralement baissière. Donc, vous voyez que le marché a cassé ce canal et on est en train justement de baisser. On peut faire certainement venir ici jusqu'à la moyenne mobile à 1300, 1330, faire un pullback sur la moyenne mobile, c'est-à-dire un pullback. On fait un pullback ici, on revient pour retester ce canal aux alentours de 1345, donc à peu près 10 dollars de variation. Et après, pour rechuter, si les conditions au niveau du dollar restent telles qu'elles sont, c'est-à-dire des suspicions au niveau du rebond du dollar, cette anticipation-là peut amener le dollar plus bas jusqu'au 1300, 1302, c'est-à-dire ici. Et là, ça serait un excellent point d'achat pour payer le dollar américain. Donc ça c'est mon scénario concernant le dollar américain. Donc vous voyez, canal ascendant, sortie généralement baissière, c'est propre techniquement. On a cassé en une heure, on a clôturé. Donc à l'heure actuelle où j'enregistre cette émission, l'or est baissier. Voilà. Donc ça, c'est à cause des anticipations haussières que je vous ai décrites sur le dollar. Donc ces suspicions-là font que il peut y avoir des bruits de marché concernant l'or. Mais on peut avoir un rebond ici sur la moyenne mobile. Et puis pourquoi pas faire un pullback, revenir à 1345 et puis après rebaisser maintenant jusqu'à 1300, 1302. Et c'est là que moi, je rentrerai à l'achat sur l'or pour payer l'or. C'est là que moi, je payerai l'or. Voilà. Mais en intraday, ceux qui sont positionnés à l'or, sur l'or, j'espère que vous êtes positionnés à la vente et non pas à l'achat. Au niveau du pétrole, le pétrole, comme vous le savez, on a eu la publication des stocks, le nombre de forages qui a augmenté. Donc ça peut justement mettre à mal, à court terme, hein, à très court terme, la production du pétrole. Parce que si le nombre de forages augmente, ça veut dire que les prix ne peuvent plus rester aussi hauts qu'ils soient. Donc il peut y avoir des prises de bénéfices, donc l'offre supérieure à la demande. Donc on peut, comme on le voit ici, on peut voir que le pétrole à une légère consolidation, puisque au niveau de sa figure, on est dans un triangle ascendant, sortie généralement haussière, donc on est monté, on est stabilisé un peu, on a fait un plus haut, on peut faire un pullback, un throwback ici au niveau de la ligne rouge qui correspond à 67 dollars, 60 ou 67 dollars 50 pour repartir encore plus haut. Donc techniquement, à court terme, on est baissier, et à long terme, on est haussier toujours sur le pétrole tant que les conditions géopolitiques et les conditions macroéconomiques actuellement sont d'actualité. Le pétrole restera, ou l'or noir, comme on l'appelle souvent, restera toujours haussier. Donc, on peut le voir ici. Donc, hier soir, donc dimanche, j'ai détecté un triangle ascendant. Donc, vous voyez que le marché est un peu comme fractal. Hein. À long terme, on a un triangle ascendant. Mais à très court terme, j'ai détecté un triangle descendant. C'est-à-dire qu'avec un support, une résistance oblique baissière et un support horizontal, comme vous le voyez ici. Voilà. Donc, sortie généralement baissière, ce qui s'est passé, on a cassé dans la nuit, je n'étais pas devant l'écran, je dormais, mais dimanche soir vers 19h, 18h, c'est ce que j'avais détecté avant d'aller justement faire autre chose et puis après aller me coucher. Donc, on a vu que j'ai détecté ça et on a cassé justement ce triangle descendant. Après avoir validé
le biseau de rétrécissement descendant, dont la sortie est généralement haussière qu'on avait dessiné ici, là, le week-end passé. Donc là, je peux enlever ça, il n'est plus d'actualité, puisque maintenant on l'a vu. Il avait validé en fait ce qu'on appelle les pennants, donc les fanions. Donc, montée, consolidation dans le triangle de rétrécissement, puis après sortie haussière. Donc ça, c'est plus d'actualité. Donc maintenant, on vient de valider un triangle descendant. Donc ça, il a cassé ce triangle. Donc si on prend la règle pour avoir l'objectif théorique de cette baisse, on va voir que donc, si je mets ici le plus haut ici et puis le plus bas ici, donc ça équivaut à une baisse de à peu près attendez là. Une baisse à peu près de, on va dire, ils disent, ça équivaut à peu près à 11 points. Voilà, donc si on le met ici, donc on peut voir que la baisse peut continuer jusqu'à ici à peu près. Donc ça équivaut à, voilà, donc à peu près ici. Voilà, donc le mouvement baissier peut continuer jusqu'ici à peu près. Vous comprenez? Donc l'objectif théorique est presque atteint donc dans cette zone ici. Et là maintenant, on peut avoir maintenant une consolidation, puis voir peut-être reprendre le trajet, le trajet dans le sens de la tendance précédente au niveau du Brent ou du WTI, si vous tradez justement le Western Texas Intermediate, tel qu'il est appelé, voilà, en Amérique du Nord. Donc ça, à court terme aussi, ça peut mettre à mal un peu le dollar canadien, puisqu'il est fortement corrélé au pétrole. Même si on s'attend à un PIB assez extraordinaire, mais au niveau de la monnaie canadienne, puisqu'elle est fortement corrélée avec le pétrole, on peut avoir des petites turbulences à court terme, d'autant plus également avec le NAFTA. Le NAFTA, ça arrange actuellement, tel que les conditions sont actuellement, ça arrange le dollar américain, mais ça n'arrange pas le Canada. Mais si M. Donald Trump accepte de revoir sa position sur les modifications de l'arbitrage que j'ai décrit en début de cette émission, ça va arranger, bien sûr, ça va soutenir le dollar canadien et ça sera un peu nuancé sur le dollar américain. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut retenir là-dessus. Au niveau du cuivre, c'était le seul facteur qui n'avait pas été invalidé dans notre scénario qu'on avait présenté la semaine passée. Donc, le cuivre nous avait fait un faux bond. Mais on voit qu'on a généralement une figure encore très difficile à transiger, les biseaux d'élargissement, biseaux descendants d'élargissement, donc sortie généralement haussière, seulement à 57%. Donc, il faut rester très prudent. Très prudent. C'est difficile de trouver, bien sûr, avec ce type de figure, le niveau qu'on suppose être bas pour acheter ou le niveau que supposé être haut pour le vendre. C'est difficile de le trouver parce qu'il s'élargit. Donc, il peut soit aller chercher plus loin en haut ou plus bas ailleurs. Donc, c'est difficile de pouvoir transiger ce genre de figure, mais néanmoins, avec cette vision que je viens de dessiner devant votre écran, vous pouvez constater que le cuivre, actuellement, il est nuancé sur les facteurs fondamentaux avec la Chine. Peut-être qu'avec le PMI manufacturier qui va être publié cette semaine, on va pouvoir peut-être donner une bonne impulsion sur le cuivre au niveau de sa production industrielle, mais au niveau de l'analyse technique, on est dans des figures extrêmement difficiles et techniquement, tant qu'on est en dessous de la ligne grise que j'ai tracée ici à votre écran, c'est-à-dire le niveau de 3,20 $, donc tant qu'on est en dessous de 3,20 $, pour moi, le cuivre est baissier. Même si à long terme, on est baissier, voire neutre, on est neutre, voire baissier, pardon, mais en intraday, si vous avez accès à une plateforme de futur et que vous travaillez les matières premières, moi, je vous recommande de travailler plus à la baisse qu'à la hausse. Ça serait plus judicieux de chercher des points hauts à vendre plutôt que des points bas. Vous voyez ici, on a un genre de double, on va dire, ouais, double top. Ouais, donc, on a un top ici fait, un deuxième top au niveau de la moyenne mobile et un troisième top. Donc, on peut consolider justement jusqu'à 3,10 $. OK? Tant qu'on est en dessous de cette ligne grise-là qui est 3,20 $, moi, je crois qu'il faut chercher plutôt à vendre le cuivre plutôt qu'à le payer. Jusqu'à jeudi au moins, parce que c'est jeudi qu'on aura la publication du PMI manufacturier industriel au niveau de la Chine. Peut-être que d'ici là, les anticipations ou bien le sentiment concernant le cuivre va peut-être varier. Voilà. On finit avec le gaz naturel. Le gaz naturel, comme vous avez vu,
on avait dit que notre sentiment était haussier. Effectivement, il reste toujours haussier d'actualité avec justement les facteurs fondamentaux qui concernent le pétrole et également le gaz naturel. Ça avait soutenu donc notre analyse à la hausse. Donc, on avait cassé ce triangle symétrique qui a visiblement invalidé cette figure de fond parce que le fond est baissier, comme vous le voyez ici. Le mouvement de fond est baissier, mais on l'a invalidé avec juste ce mouvement qui a été fait ici, dont le plus bas était de 1,60 $, d'accord? Et on est sorti par le haut. Donc, la bougie que vous voyez ici était une bougie d'impulsion concernant les facteurs géopolitiques qui étaient d'actualité sur le pétrole et également, qui concernent également le gaz naturel, donc tout ce qui est gazoduc, oléoduc. Et après ça, on a fait une prise de bénéfice invalidée. On est venu faire un pullback ici, donc on est venu toucher un throwback, pardon. On est venu toucher donc la ligne rouge qui est ici, cette oblique en dessinant en rouge. Donc peut-être qu'on va certainement se stabiliser puisqu'on est dans un triangle symétrique. Hein. Il n'y a pas de direction particulière, même si on est porté à dire que oui, peut-être que le marché peut aller dans le sens de la tendance de fond qui est ici, mais néanmoins, ça reste toujours une figure symétrique. Il n'y a pas vraiment de mouvement ou de direction claire. Seuls les fondamentaux pourront nous aider justement à pouvoir poursuivre cette opinion. On va voir en intraday que le dimanche soir également hier, j'avais détecté une figure, encore un triangle descendant, donc triangle descendant avec sommet sur résistance oblique baissière et support horizontal, donc sortie généralement baissière. On a cassé violemment ce graphe-là dans la nuit. Encore là, je n'étais pas devant. Et on est venu faire certainement un throwback sur la ligne rouge qu'on a vu tout à l'heure sur le long terme. Donc peut-être qu'on va assister à une séance de variation et puis de consolidation. Mais comme vous le voyez, la distance entre ce graphe-là, ce graphe de triangle ascendant ici, entre son plus haut et puis son plus bas, voilà, et puis sa ligne, son report de cassure, ça arrivait quelque part ici. Donc, ça veut dire que cette bougie d'impulsion qu'on a cassée a été le support, la zone théorique, le niveau théorique ici était aux alentours des 3,23. Mais là, on est allé jusqu'à 3,10. Donc, c'est-à-dire que cette baisse n'était pas nécessairement technique, c'était aussi, il y avait aussi des facteurs fondamentaux qui sont derrière. Peut-être que le décompte du Baker Hughes y est pour quelque chose, parce que le fait de trouver justement, d'ouvrir d'autres plateformes pétrolières ou de gazoducs pour continuer à faire encore la production, pour produire plus, pour essayer d'avoir plus encore, a nécessairement agi, comme on a vu, le pétrole est en train de baisser, en train de se replier. C'est certainement corrélé avec le gaz naturel parce que les deux sont pratiquement dans les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques. Voilà. Donc ça, c'est ce qui achève donc justement l'analyse concernant les différents paires qu'on suit. On va donc terminer avec les indices majeurs qu'on regarde souvent, c'est-à-dire le Nasdaq, le Dow Jones et puis les bons obligataires que sont ici. Voilà. On va le mettre tout à l'heure. Ça pas long. Voilà. Donc, au niveau justement de l'analyse, au niveau des bons obligataires, comme vous le savez, au niveau de l'eurobond, je vous avais dit que fondamentalement, j'étais plus ou moins baissier sur la dette obligataire, puisque ça annonce la fin du QE, même si le président Mario Draghi a laissé savoir qu'il pourrait continuer toujours à imprimer, à faire imprimer la monnaie pour injecter la liquidité dans l'économie. Donc, aussi longtemps que le besoin se fasse sentir, il continuera bien sûr à entamer cette politique. Néanmoins, le bilan de la BCE a rétréci comparativement aux autres banques centrales. D'accord? Donc, on a eu cette phrase de Mario Draghi qui a laissé entrevoir une possible QE, continuation du QE. Ça fait casser justement la zone en bleu que je l'ai dit ici, que j'avais tracé dans l'émission passée. Donc, on est sorti de cette zone en bleu, donc on est vraiment dans un mouvement baissier. Moi, je suis positionné ici à la hausse. C'est pour ça que vous voyez la ligne bleue ici que vous voyez à l'écran. Donc, si on vient toucher cette ligne ici, j'ai mis mon ordre d'achat ici, voilà, à l'écran. Donc, si on vient toucher le niveau, moi, je vais rentrer à l'achat, c'est-à-dire je vais payer l'eurobond pour aller chercher des sommets plus hauts.
Voilà. Donc, j'attends tout simplement que ce mouvement-là baisse. Donc, on le voit ici, techniquement, on est baissier. À court terme, comme à moyen terme, vous le voyez ici à l'écran, on a cassé violemment, on a gapé à la baisse. Donc, on est en train de poursuivre, on va poursuivre certainement cette baisse jusqu'à à la ligne que j'ai mis ici. Donc, la ligne verte qui est euh, ici, qui est aux alentours des 150, 157, 157,50, donc à ce niveau ici. Donc, tant qu'on on n'a pas fait d'inversion de tendance pour repartir dans le sens contraire, techniquement, sur l'eurobond, ceux qui vont être bien sûr sur les marchés futurs, on est baissier. Donc, le mouvement va continuer à baisser, mais moi, je souhaite rentrer à la hausse ici, sur cette ligne verte qui est là. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'eurobond. Le T-Note également, sensiblement, a les mêmes configurations. Donc, ces figures-là, comme je vous ai dit, je les trace dimanche soir. Et pareil, c'était le même constat au niveau justement du T-Note. On a cassé justement le T-Note violemment ici parce que la Fed n'est pas dans une optique de pouvoir s'arrêter s'arrêter son programme de rachat d'actifs, mais elle peut cependant suivre les pas de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire de réduire son bilan et non pas et également le poursuivre pour plus loin. Donc ça aussi, ça fait casser justement cette zone-là et on voit que le mouvement baissier également se poursuit et sur l'eurobond et sur le petit note. Et pareil, puisque ces configurations présentent les mêmes caractéristiques et ils ont à peu près les mêmes interprétations au niveau des données macroéconomiques, je vais me positionner également à la hausse au niveau de cette ligne verte là ici au niveau des 120 points. Mon scénario serait seulement remis en cause si on invalide ce scénario, c'est-à-dire on casse ce niveau et puis on se retrouve, on clôture aux alentours des 1,17, un 117 ou 118, c'est-à-dire qu'on sort de ce canal ascendant que vous voyez ici, ce grand canal ascendant. Si on casse ce canal ascendant ou on sort de là, en ce moment-là, je vais bien sûr revoir ma position et je serai vraiment à contre-courant du scénario qui se passe actuellement. Mais sinon, actuellement, mon scénario sur les bonds, c'est de payer justement le plus bas possible, c'est-à-dire à 120 points. Voilà. On le voit également en intraday. Voilà. Le canal, le range que j'avais détecté justement hier soir a été cassé, comme vous le voyez à l'écran. Donc, il a été cassé violemment. Donc, vous voyez ici. Donc, on n'a même pas fait de pullback pour venir toucher ça ici pour repartir en arrière. C'est-à-dire que les fondamentaux sont vraiment en train d'agir puissamment sur le T-Note. Voilà. On finit avec le USD CAD et les indices majeurs. Donc, comme vous le savez, les indices majeurs, comme j'ai expliqué au départ de cette émission, quand on avait justement la différenciation, quand le spread des taux américains et des taux européens on se diverge, donc ça grandit, à l'image un peu des bandes de boulanger, quand ça s'agrandit, on a souvent les indices européens qui sous-performent et la monnaie européenne qui sous-performe, c'est-à-dire qui progresse. Effet contraire au niveau du dollar américain, le dollar américain baisse et les indices américains progressent, puisque quand la monnaie est plus forte, quand la monnaie est moins forte, les indices, les compagnies exportent mieux. Donc, ça fait progresser les indices. Maintenant on commence à avoir une convergence, un rétrécissement, une rétractation du niveau des taux, du spread des taux, on va avoir des indices européens qui vont certainement progresser et puis l'euro qui va consolider et également la monnaie au niveau du dollar américain. On va avoir justement un rebond du dollar américain si le scénario dont je parle se valide et on va avoir également une possible rétractation du niveau des indices majeurs américains. Donc, comme vous le voyez, ça c'était le plus haut hebdomadaire. On a une rétractation. Certainement, on va avoir une consolidation au niveau de cette zone et pourquoi pas peut-être une prise de bénéfices qui continuera à accélérer les niveaux déjà tracés là. Donc, si je vais ici en une semaine, vous allez voir ici. Donc, attendez. Voilà. Donc, ce graphe-là montre à quel point les indices ont fait des plus hauts. On est allé jusqu'à presque 7050 sur le Nasdaq, c'est beaucoup. À un moment donné, il faut que ça se rétracte également. Mais ça peut continuer tout de suite. Tant qu'on n'a pas invalidé cette progression-là,
ce triangle ascendant là, parce que vous voyez ici, il y a un sommet horizontal et on a une progression ici. Donc, tant qu'on n'est pas sorti, je vais le tracer pour que vous voyez à l'écran un peu. Voilà, pour que ça ne soit pas, pour que ça soit visible. Donc, à partir d'ici. Voilà. Vous voyez? Tant qu'on ne sort pas de ce cas, on ne brise pas cette tendance-là qui a été initiée depuis le 3 janvier, depuis le 2 janvier 2018, tant qu'on ne sort pas de ce canal, c'est-à-dire tant qu'on ne casse pas la barre des 6975, le Nasdaq peut se confiner, se rétracter au niveau de ce canal-là qui est ascendant. Donc, c'est un canal c'est un triangle ascendant. J'ai des difficultés pour travailler avec ça. Bon, c'est pas grave. Ce triangle, tant qu'on ne sort pas de ce triangle-là, le marché est toujours haussier. Le Nasdaq est toujours haussier. En intraday, ça peut être neutre à court terme et à moyen terme. Donc, on peut rester à se confiner à l'intérieur de ce canal, à l'intérieur de ce triangle, pardon. Mais tant qu'on ne sort pas de ce triangle, on ne peut pas parler de baisse. D'accord? Donc, c'était pour vous donner un peu un aperçu de ma vision que je partage sur les indices. Voilà, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. J'ai un peu de difficultés à travailler avec cette plateforme. Donc, vous voyez donc, la vue générale, comment ça se passe. Donc, tant qu'on n'est pas dans cet angle-là, on ne peut pas travailler à la baisse. Tant qu'on est au-dessus de 6975, on ne peut pas travailler à la baisse sur le Nasdaq. Voilà. Voilà. Pour finir donc cette émission avec le Dow Jones, qui est mon indice favori, c'est le même constat. Donc le Dow Jones, vous le voyez ici. Donc je vais le mettre en weekly. Donc hier, ces lignes grises, j'avais tracé hier. Donc c'est le même constat. On est toujours en train de se stabiliser, prendre des bénéfices au plus haut, mais avec cette opinion au niveau de la différenciation des taux et puis des suspicions au niveau du dollar que je vous ai mentionné tout à l'heure, on peut avoir des scénarios de petites consolidations à court terme, mais ne perdez pas de vue que les indices sont purement haussiers. Et le prochain niveau à surveiller, le prochain plus haut dont tout le monde parle, c'est les 28 000 points. Le Dow peut atteindre 28 000 points. Nous sommes à peine en début d'année et il est à 27 000. Il peut atteindre 28 000. Ce n'est pas un scénario qui est exclu, qui doit être exclu. Il peut atteindre 28 000. Mais pour l'instant, on peut avoir un peu de consolidation, de stabilisation avant de pouvoir prendre une direction particulière. Voilà. Donc, c'est le même constat également en intraday avec le Nasdaq, comme vous le voyez, le même triangle ascendant. Tant qu'on ne casse pas tant qu'on ne casse pas violemment et qu'on ne clôture pas en dessous des 26 500, 26 400, on peut dire que le Dow est toujours haussier. Voilà. Ainsi s'achève donc cette émission. Merci encore d'avoir été patient, d'avoir regardé cette émission tout au long. Elle était vraiment longue, mais très complète, très élaborée. Voilà pourquoi j'aime animer ces émissions, parce que ça vous donne vraiment une idée claire de vos positions et de comment est-ce que vous devez travailler sur le marché. Donc, on va voir bien sûr au niveau du récapitulatif de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, si je déplace ma caméra, voilà, ici. Donc, le GBP-USD, comme on l'a vu tout à l'heure, il est fondamentalement neutre actuellement à cause justement de ce qui se passe au niveau du dollar. Au niveau, lui-même, le GBP lui-même en tant que tel, les nouvelles au niveau du GBP il n'y a pas de grandes nouvelles qui pourront faire bouger. Donc, seuls les détails techniques pourront nous aider justement à nous positionner correctement sur le GBP-USD. On a aussi au niveau de l'intraday à court terme, on a vu qu'il est baissier, il évolue dans un canal descendant. Donc, tant qu'on ne sort pas du canal, il est toujours baissier. Au niveau de long terme du swing, on va descendre peut-être, évoluer à travers ce canal et venir prendre appui, par exemple, sur la ligne en orange que j'avais tracée, que vous avez vu, peut-être pour répartir vers le sommet, quand j'avais présenté au début, lorsqu'on commençait à analyser les graphes techniquement sur le GBP-USD. L'USD4 fondamentalement neutre, voilà, discussion pour parler, mais voire haussier, parce que on risque d'avoir un rebond du dollar. Techniquement, à court terme, en intraday, on est neutre, on est dans un range. Et à long terme également, c'est neutre. Voilà. Il n'y a pas vraiment de distance, de mouvements particuliers qui permettront de voir la progression future de EZ4 parce qu'on évolue en zone de confinage. Vous comprenez? Entre la zone qui était assurée en orange et l'oblique vert que j'avais dessiné, que je vous avais montré tout à l'heure.
Au niveau de l'eurodoll, on est fondamentalement neutre. Techniquement, à court terme, on est baissier, comme on l'a vu. Et à long terme, on est haussier. Donc, on va faire peut-être se consolider, voire baisser, faire un throwback au niveau de la ligne en gris, soit aux alentours des 1,23, ou bien même aller jusqu'à 1,20 pour pouvoir repartir vers le haut, parce qu'on voit que fondamentalement, à long terme, techniquement, l'eurodoll il est haussier. Voilà, tout simplement. Le Dow Jones, fondamentalement aussi, ainsi que le Nasdaq, à court terme et à long terme, c'est la même chose. Ils sont tous les deux neutres. L'or est fondamentalement neutre actuellement. Il n'y a pas de facteur ou de, 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 de facteurs qui peuvent donner une impulsion voilà, d'éléments importants au niveau de la géopolitique, de catalysateurs, en fait, que je cherchais, de catalyseurs qui n'ont pas encore donné une véritable impulsion au niveau du dollar. Peut-être la relevée le taux d'intérêt qui vont sortir le mercredi ou peut-être les NFP qui vont aussi être publiés le vendredi, on verra. Mais au niveau du technique court terme, c'est neutre, voire baissier. On a vu, il évolue justement si j'ai bonne mémoire, on avait vu un canal haussier. Donc la sortie est généralement baissière. Donc technique court terme, voire baissier. Et à long terme, on est haussier parce que le point bas à payer, comme on le voit à long terme, c'est 1300, 1302. Au niveau du pétrole, il est fondamentalement haussier, certes. Techniquement, il est baissier et techniquement, à long terme, on est aussi haussier. On est aussi dans une optique de throwback, comme on a vu, aux alentours des 67,50 $, 66,50 $. Le cuivre est fondamentalement haussier à cause de la Chine. Techniquement, on est neutre, biseau d'élargissement au descendant. Donc, c'est difficile de traiter ce genre de configuration. Techniquement, à long terme, on est aussi neutre. On ne sait pas. Gaz naturel, fondamentalement haussier. Techniquement, à court terme, baissier, même si dans un triangle symétrique. Vous avez vu la mèche qu'il a fait, la mèche de clôture, avec justement en prenant la prise de bénéfices au niveau du gaz naturel. Et techniquement, à long terme, on est neutre parce qu'on est dans un triangle symétrique. On a cassé ce triangle, certes, on fait un pullback. On peut tout de même consolider, faire du surplace pour après chercher une véritable impulsion. Au niveau, pour finir, donc la dette obligataire en Europe, l'eurobond, il est fondamentalement neutre. Techniquement, à court terme, c'est baissier, on l'a vu, il a cassé la zone dont je vous ai parlé. Et techniquement, à long terme, c'est neutre. Donc, du coup, avec le prolongement probable du QE, mais le rétrécissement du bilan de la dette en Europe, ça nuance un peu cette politique parce que Mario Draghi se laisse toujours une marge de manœuvre pour pouvoir justement réajuster à tout moment sa politique monétaire. Donc, c'est une question de verbiage. Dans ce cas, moi, ce que je vais faire, c'est de payer justement les plus bas de l'eurobond, comme je vous ai montré à l'écran, pour pouvoir continuer techniquement, poursuivre techniquement la figure que j'ai détectée et que je vous ai partagée. Au niveau du T-Note, à 10 ans, on est fondamentalement haussier, comme on le voit, parce que les États-Unis ne sont pas prêts à arrêter le QE. Techniquement, à court terme, on est baissier et techniquement, à long terme, on est neutre. Merci encore d'avoir suivi cette émission. C'était un réel plaisir pour moi de partager mes stratégies et de vous montrer ce que je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en dessous de cette vidéo. Likez-la, s'il vous plaît, partagez-la pour booster les audiences et je vous donne rendez-vous mercredi pour l'émission de live scalping sur le Dow Jones. Merci encore à vous et passez un très beau début de semaine. Bonne journée, au revoir.